Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va parler des marchés actions aussi ce matin parce qu'il y a des petites choses intéressantes qui se sont produites hier. On va étudier donc l'amplitude de ces mouvements-là. Est-ce qu'on a enfin la volatilité suffisante pour recommencer éventuellement à travailler? Janet Yellen appuie sur la plaie puisqu'elle parle des taux en disant qu'ils sont clairement trop bas et qu'il va falloir les remonter pour éviter une surchauffe de l'économie, ce qui est encore une fois une vraie réalité, mais ça va en contradiction et en totale contradiction avec le message envoyé par Papao depuis plusieurs semaines, puisque JJ nous dit qu'en gros les taux resteront bas. Hein, mais là tout est dans la nuance, c'est-à-dire qu'elle dit que les taux ne pourront pas rester à ce niveau-là, JJ dit que les taux resteront bas. Autrement dit, ils vont peut-être nous remonter d'un quart de point, histoire d'envoyer un message au marché action. Bref, c'est probablement ça que le marché action a pricé hier, et on va voir dans quelle mesure. Est-ce que ça peut permettre de retrader, ou bien est-ce qu'on est toujours dans cette folle léthargie de volatilité inexistante? Sinon, un mot tout de suite sur le Dogecoin. Voilà, bon, écoutez, moi je pense qu'en fait, le seul mot que j'ai à vous donner, c'est si je vous mets un graphique comme ça devant les yeux et que vous me dites que ce truc-là a une quelconque valeur, je vous dirai que j'en ai vu des centaines de graphiques comme ça et qu'ils finissent tous à zéro. Hein. Donc, en tout cas, et la question c'est quand et dans combien de temps. Moi je pense sérieusement, horizon 2023, ce truc vaudra peut-être que quelques centimes et il reviendra là où il était à la base. Simplement, en attendant, eh bien, il aura fait version GameStop. C'est-à-dire un gros truc débile, complètement stupide, sauf que là, quand même, la blague commence à peser très cher et elle risque même, je sais pas ce matin si elle n'est pas déjà dans le top 3 des crypto-devises, c'est-à-dire au-dessus de tous les projets sérieux. Ici, on a un truc sans utilité réelle, si ce n'est éventuellement une économie de tipeur. Mais bon, enfin, encore une fois, le tipping, ça représente quand même pas autant que les autres blockchains réunis. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Hier, évidemment, les stop-loss déclenchés. Et écoutez, voilà, quoi vous dire? Où est-ce qu'il faut vendre le Dogecoin? Où est-ce qu'il faut l'acheter? Moi, je pense qu'il faut juste le supprimer de vos listes de suivi. Sauf si, bien évidemment, vous en avez à l'achat. Moi, j'ai pris la décision de tout revendre il y a une semaine à 0,31. Évidemment, bon, c'est sûr, j'aurais peut-être pu faire un plus gros gain, mais à ce jeu-là, franchement, au bout d'un moment, il faut juste raccrocher vos cerveaux. Ça vaut rien, ce truc, hein, ça vaut vraiment zéro. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça y retournera. La question, c'est jusqu'à quel prix quelqu'un sera assez con pour payer, ou évidemment, jusqu'à quel prix les petits joueurs de court terme vont s'amuser à pumper le prix avant de se mettre à faire l'inverse, hein, c'est-à-dire de le dumper après. Hein. Bref, donc, des attraits spéculatifs, tout sauf quelque chose de technique, une appréciation du prix en lien avec aucune réalité financière. Bref, c'est de la folie. Maintenant, ça attire tous les regards, ça fait parler tout le monde. Apprenez encore une fois qu'au bout d'un moment, le trading, c'est pas parier sur un actif. Si vous voulez parier sur le Dogecoin, là, clairement, ça frise la folie furieuse spéculative. Bref, à ce niveau-là, moi, c'est tellement loin, si vous voulez, de mon travail que ça m'intéresse plus, en fait. Je trouvais ça assez amusant pendant un moment, le Dogecoin. Là, ça m'amuse plus et je trouve même ça complètement stupide, voire un peu dangereux pour la crypto en général. Maintenant, c'est aussi à ce niveau-là, hein, comme je vous dis souvent, ridicule, enfin stupide, dangereux, et puis en fait, à la fin, ça paraissait évident. Bon, moi j'ai quand même du mal à imaginer que Dogecoin, c'est une révolution. Hein. J'ai surtout l'impression que c'est un joujou spéculatif bien dangereux, comme on en a connu pas mal, et n'oubliez pas qu'une révolution, ça prend 3 étapes, oui, mais c'est pas non plus tous les trucs stupides qui deviennent révolutionnaires. Voilà. Donc, Dogecoin, la blague a assez duré. Personnellement, je ne remettrai plus 1 euro là-dedans. Et puis, je tenterai peut-être une vente quand les conditions se présenteront. Pour l'instant, ça me paraît juste complètement con. Et ayant pris un stop-loss hier, je ne m'attends pas franchement à recommencer aujourd'hui. Pour le reste du marché, donc, on parlera des actions en dernier. Je vous fais les cryptos en premier parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Là, évidemment, on a un pricing. Là, on a une recherche de valeur. Bon, hier, ça rejette à la baisse. On clôture même plutôt tout en bas. Donc pas très excitante sur cette journée, sur cette reprise de journée. Pas de signaux non plus méga gigabert ici, hein, mais on a quand même une toute petite divergence. Alors j'aime pas trop parce que ça ressemble plus à un double top qu'à une divergence. Maintenant, on a rejeté dès qu'on a tapé dans les contextes vendeurs. Donc je vous le rappelle, on est en train de gérer la probabilité statistique d'aller taper 41 000. La question pour moi, et quelle est la viabilité de cette opération? Puisque là, pour l'instant, dès qu'on survend,
Mais qu'est-ce qui se passe? Survente sur un support dans une tendance de fond haussière, ça bloque tout de suite. Donc, on est où en plus de ça? Sur la médiane du fucking big range dans lequel on est enfermé. Autrement dit, ce matin, si vous refaites des paris, que ce soit à la hausse ou à la baisse, je vous souhaite bien du courage. Moi, hier, j'ai clairement pris des ventes. Je les ai encaissées hier soir. Et terminé. On passe à autre chose. Et voilà. Donc pour moi, le but reste toujours le même. La stratégie reste toujours la même. Je trade pour l'instant essentiellement sur Bitcoin, parce qu'à contrario du Dogecoin, lui au moins, il est liquide et un petit peu plus rationnel. Bref, donc, Bitcoin pour moi, c'est arbitrage. Je vends en haut du range, j'achète en bas du range. Plus les prix baissent, plus ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'évidemment, le minimum pour moi pour vendre, c'est comme je vous l'ai dit, 57 500, on va dire 58 000. Les prix vraiment intéressants à vendre, c'est 61 000. Le minimum pour acheter, c'est ici, c'est là où on était donc hier, 53 600, hein, d'accord. Et le prix attractif pour payer, c'est 51 000. Voilà en gros le délire. C'est-à-dire interdit d'acheter tant qu'on n'est pas en dessous de ça. Interdit de vendre tant qu'on n'est pas au-dessus de ça, et c'est là qu'il faut chercher à vendre, et là qu'il faut chercher à acheter. Donc évidemment, si vous achetez par là, il faut acheter vraiment tout doux et rapidement sécurisé, en sachant que ici, par contre, on peut essayer de tenir un petit peu plus les positions. Si je résume, hein, là on fait du très court terme, j'achète ou je vends et je récupère le profit vers la médiane, je ne cherche pas à faire plus loin. Là j'essaie de tenir un peu plus les positions, et les tailles de position sont évidemment légèrement plus grandes. Donc pour l'instant, hein, moi je ne vous mens pas, j'essaie de récupérer 0,5% de capital, 1% de capital, par-ci par-là, par jour. J'essaie de faire le travail pour petit à petit, jour après jour, monter la part de cash dans mon capital sans jamais prendre trop de risques. C'est la seule chose à faire dans ces ranges. En ce qui concerne les altcoins, bon évidemment comme Dogecoin fait faire n'importe quoi à la dominance, vu que maintenant il pèse tellement lourd ce gros truc de merde, c'est quand même assez rigolo. Donc bon, je sais pas trop si on peut réellement donner du sens à la dominance, puisqu'encore une fois, moi j'analyse normalement supposément la valeur, pas les prix. Bon là maintenant évidemment, comme on a une appréciation stratosphérique du prix, et que ça commence à avoir un petit peu beaucoup de valorisation, ce truc-là, en fait, ça compte. Hein. Aujourd'hui, en gros, dans la dominance, vous avez quand même une part, bon, pas négligeable en tout cas, de Dogecoin. Donc, est-ce que je peux réellement faire une analyse sur la dominance? J'en sais rien, en fait. Il faudrait que Dogecoin arrête de faire le con. Et puis surtout que si Dogecoin devait se crasher, ça va se voir sur la dominance, là, pour le coup. Donc, on est sur des niveaux qui m'intéressent encore. J'avais 2 niveaux à traiter sur la dominance, 48-63. C'est juste des petits supports qu'on avait traités sur les niveaux précédents, hein, tout simplement. Une petite zone là, une zone là. Bon, on arrive sur cette zone ici. Est-ce que ça va retourner? Est-ce que Dogecoin va faire 100% de plus d'ici demain? On n'en sait rien, en fait. Hein, c'est juste complètement stupide. Le Dogecoin va bientôt peser 10% de la market cap Bitcoin. Voilà. Je vous réveille, il y a 6 mois ça n'existait pas ce truc-là. Aujourd'hui c'est la révolution qui va remplacer le Bitcoin. Waouh. Bon voilà. Donc on se détend. Je vous dis, moi là je commence à sentir mes biais de justicier qui se remettent en place. Donc clairement je dégage cet actif de ma liste de surveillance pour ne surtout pas avoir envie de lutter contre un marché crétin. La débilité ça s'efface toujours avec le temps. Et attention encore une fois, certaines révolutions sont basées par des choses débiles. Donc personne ne connaît l'avenir. Bon, moi, franchement, le Dogecoin, ça finira à zéro. C'est mon pari et je me prendrai la contrepartie de ce pari avec n'importe qui. Mais par contre, en attendant, à court terme, jusqu'où ça ira, ça, je m'en balance complet. Voilà. Les actions maintenant. Le S&P 500 hier, une petite dégringolade, mais on sauve évidemment le dip sur la partie future. Le cash de mémoire, lui, a clôturé en bas. Donc, c'est pas bien bandant. Ah non, on est remonté pour le cash aussi, moi je me souviens plus. Ok. Donc bref, ça rebondit un petit peu, mais moi franchement j'ai plutôt l'impression que tant qu'on ne sort pas de cette zone ici de compression sur le SPX, d'accord, donc pour moi le S&P c'est minimum 4100, il faut glisser dessous pour que ça ait un minimum de sens. En attendant, c'est la bonne vieille musique habituelle qui sert à rien, hein, c'est-à-dire que là ici on a une potentielle divergence parce qu'on a quand même ici essayé d'aller un petit peu plus haut. Mais bon, mine de rien, ça, comme on l'avait dit, c'est peut-être que le pullback de ce schéma graphique-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, là on fait le pullback et il nous resterait dans ce cas-là un excès final à faire. Bon, moi toujours pareil, le schéma que je privilégie ici, c'est un schéma de décompte héliotiste, puisque à défaut d'avoir quoi que ce soit de technique à pricer dans ce marché, je pense que la seule chose qu'on peut mettre ici, c'est utiliser la stratégie de landing diagonal, c'est-à-dire que pour ma part, soit ici j'ai un vrai beau signal de vente et j'y vais, soit j'attendrai de taper un petit peu plus précisément autour de la zone des 42,83 avec les expérimentés uniquement, tout simplement en fait de dire à défaut de pouvoir travailler quelque chose de technique puisqu'on n'a pas de volatilité, je vais essayer de travailler des niveaux d'extension Fibonacci, tirer
tirer des décomptes Elliotistes. Maintenant, c'est plutôt de dire qu'ici, à travailler dans la soupe, je vais essayer de travailler quelque chose qu'on peut travailler. Puisque là, mis à part faire du 15 minutes où il y a encore un petit peu de volatilité, c'est devenu complètement illisible ce marché. Bref, tout ce qui est au-dessus de l'horaire, en fait, c'est complètement verrouillé par les algos de market making. Donc, hier, une petite baisse, ça montre qu'il y a quand même encore du marché. La baisse hier était concentrée sur certains actifs, notamment Apple, mais on n'est toujours pas encore en train d'envoyer des signaux inquiétants. Hein. Je vous le montre sur Apple. Tant qu'on reste au-dessus de l'ancienne troisième borne de range, donc 125 $, il n'y a pas d'alerte à proprement parler. Par contre, attention, là cette fois, si on repasse sous ce niveau technique, avec des sommets baissiers en hebdomadaire, là derrière, ça va sentir très très mauvais pour Apple. Et attention, hein, je ne dis pas que... mais juste vous faire comprendre qu'à moyen terme, si là, le prochain trimestre, les résultats sont en baisse par rapport à 2 trimestres venant avant, alors on peut toujours rester en hausse par rapport à l'année précédente. Je vous rappelle que ça veut juste dire que quarter on quarter, on est toujours très largement haussier. Mais il faut encore une fois prendre la mesure de la hausse des prix. Les prix, eux, ont anticipé tout. L'inflation, la hausse des valorisations, la hausse des résultats, bref, c'est parfait. Alors là-dedans, il n'y a pas du tout la mise en place des structures étatiques qui vont commencer au bout d'un moment à travailler les situations de monopole, etc. Bon, bref, il y a quand même pas mal de soucis. Les géants de la tech, Facebook et Apple, qui se font la guéguerre. Clairement, il va y avoir des thématiques assez importantes, que ce soit sur la taxation des grosses boîtes multinationales, etc., etc. Bref, à mon avis, plein de problèmes à venir sur Apple. Et si on devait avoir des prix qui commencent à baisser, à mon avis, le narratif baissier pourra sans problème venir alimenter cette baisse derrière. Vous le savez, je suis vendeur d'Apple. Moi, ça rejette à la vente dans un contexte vendeur, donc troisième borne de range baissière. Pour moi, Apple, c'est retour à la moyenne. Et ici, on verra si on peut acheter. Attention, la moyenne est ascendante, donc il s'agit encore une fois de questions de rythme. Si là, Wall Street part en mode bain de sang d'ici 2 à 3 jours, franchement, il ne faudra pas pleurer. Moi, encore le premier, je vends déjà Apple parce que je sais que c'est une action qui peut subir un très gros bêta si tout simplement les positions se débouclent. Maintenant, de là dire Apple va réellement passer de haussier à baissier, sur ce graphique daily, je dirais qu'on est en train de former un range. Donc si on part en tendance baissière, ça ne me surprendra pas. Hein. Encore une fois, ça fait bientôt 1 an que vous avez la possibilité de vous barrer d'Apple. Hein, et c'est pas faute de vous avoir dit qu'il fallait encaisser des profits là-bas. Donc le principe, c'est comment est-ce qu'on va travailler cette zone? Est-ce qu'il faudra y passer encore 2 ou 3 trimestres? Mais moi, je pense toujours que Apple finira par en sortir par le bas et qu'à ce moment-là, ça mettra fin à sa tendance mensuelle. Et bref, à probablement toutes les tendances en cours dessus. Et que ça risque de devenir une valeur baissière. Encore une fois, une très belle histoire. Le but n'est pas de dire qu'Apple c'est de la merde. Apple c'est une magnifique histoire, mais malheureusement comme toutes les histoires qui finissent comme ça en parabole, en général derrière, le jour où les profits ne suivent plus, et c'est inévitable, hein, rien n'est parabolique, eh bien forcément c'est là où ça fait mal. Donc pour l'instant la courbe est toujours là, mais attention, de chez attention, je pense qu'on est probablement sur la fin. Voilà. Donc ça, comment est-ce que ça pourrait impacter le reste du marché, hein, si Apple commençait à glisser sous des supports, qu'on commençait à entendre des thématiques de hausse de taux, etc. Là, il est clair et net que ça va commencer à peser lourd sur des grosses valeurs comme Tesla. Pareil, hein, Tesla pour moi c'est à la hauteur du Dogecoin. Hein. Quand vous avez un truc comme ça, voilà, pour moi Tesla en soi ça pourrait retourner à 60 ou à 80. Bon, maintenant je pense que je paierais peut-être probablement un peu plus tôt, mais pour moi à 180 ça se paye. Mais avant, non. Tesla, je suis désolé, c'est à la hauteur de la connerie dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que Elon Musk, c'est le visionnaire, etc. Bon, à chaque fois qu'on a vu ça, évidemment, il y a des exceptions à toutes les règles, mais la plupart du temps, c'est plutôt un principe sectaire, c'est-à-dire que tout le monde se chauffe pour rien, et puis derrière on se rend compte que c'était n'importe quoi, bref, désillusion, dégonflement de la bulle, éclatement, dans la plupart des cas. Dégonflement, en tout cas, c'est ce qui me semble être le strict minimum, parce que je pense quand même que Tesla a de l'avenir, et c'est pas non plus que de la merde cette boîte, mais là ça devient quand même absolument n'importe quoi, et le Dogecoin, franchement, mais putain, mais quelle blague. Enfin voilà, bon, pour moi c'est celle de trop, hein. En ce moment Elon Musk, c'est limite s'il faudrait le mettre président du monde, hein, et d'ores et déjà l'envoyer sur Mars. Mais ça me semble quand même un petit peu stupide, cet état d'esprit dans lequel se trouve à la fois le marché action et le marché crypto.
Allez, ceci dit, trêve de discussion sur ces thématiques-là. Hein. Moi, c'est juste de dire, à ce niveau-là, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment ces conneries s'arrêtent et quel va être le potentiel effet de contagion sur les autres marqueurs du secteur. C'est-à-dire que pour moi, quel va être l'effet de l'effondrement de Tesla sur le reste du secteur technologique, surtout si on en a d'autres gros comme ça qui se pètent la gueule en même temps. Hein. Ça pourra clairement commencer à transformer le marché S&P 500 en un bain de sang, vu combien elles pèsent, ces grosses boîtes. Et puis même chose pour les cryptos, est-ce que l'effondrement du Dogecoin ne va pas nous créer un sell-off stupide de bon bah c'était rigolo la blague crypto en général. Moi je pense que la Dogecoin c'est une vilaine blague, ça oui clairement et c'est pleinement assumé, mais je pense qu'il y a énormément de très bons projets dans la crypto et j'aimerais simplement que ces bons projets n'en pâtissent pas de la bêtise spéculative de certains petits malins qui jouent avec les prix sans jamais se poser la question de la valeur. Et ça encore une fois c'est une thématique qui s'est reproduite des dizaines et des dizaines de fois dans les marchés financiers, c'est fait partie de l'histoire financière même, mais quand même, c'est toujours assez affligeant d'être confronté à tout ça, surtout quand on est plutôt un trader de valeur, hein, c'est-à-dire, voilà, moi je trade les prix évidemment parce que c'est ça qui conditionne les gains et les pertes, mais je les trade en lien avec la valeur. Alors évidemment, c'est sûr qu'avec une approche comme ça de marché, on a du mal à justifier tout ce qui se passe quand ça monte comme ça de façon un peu stupide. Allez, sur ce, donc, appel au calme, d'accord? Ces trucs stupides finissent toujours par se normaliser dans le temps. Et puis, en fait, même s'ils ne se normalisent pas, on s'en fout. C'est juste qu'ils attirent votre regard de par leur stupidité et le fait qu'ils défient tous les sens de la gravité et toutes les règles logiques que vous devez pourtant appliquer dans votre trading. Bref, entre guillemets, ce sont souvent ici des biais d'incertitude. C'est-à-dire que vous avez des règles, elles marchent bien, mais là, comme ça ne marche pas sur ces actifs, il y a quelque chose qui vous embête, vous avez besoin de comprendre, vous avez envie de savoir. Il n'y a rien à savoir. Le seul truc à savoir, c'est quand vous voyez un graphique comme ça, vous ne savez pas combien ça vaut, bah soit vous jouez avec les prix, c'est-à-dire vous tradez simplement de la volatilité à court terme, soit vous ne jouez pas dessus, parce que tout simplement ici, vous n'y avez aucun avantage statistique avec la stratégie que je vous apprends. Voilà, donc on détourne son regard de ces valeurs-là, et on passe notre temps sur les valeurs où nos stratégies peuvent effectivement proposer des rendements positifs. Voilà. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous. Je vous retrouve comme d'hab dans la live room d'ici un gros quart d'heure, le temps que j'enregistre la vidéo en anglais.